ravi de vous accueillir ce soir au Muséum en tant que directeur, bien évidemment, mais surtout en tant que conférencier. Et je vais vous parler ce soir de ce qui fut pour moi ma première grande expédition initiatique. Initiatique parce que je vais nous ramener 30 ans en arrière. Nous partons en 1995. Et en 1995, j'avais un bureau qui était quelque part par là-bas derrière, et mon collègue Jean-Loup Welcome de l'Université de Montpellier m'appelle et me dit Francis, j'ai peut-être un plan pour aller au Pakistan à la recherche du Baluchitherium. Le Baluchitherium que vous retrouverez en bas dans la grande exposition sur les géants. Ah, j'ai dit c'est intéressant, ça vaudrait le coup qu'on y aille. Et il me dit ouais, mais je suis un peu embêté parce que j'ai essayé de faire un repérage cette année. Je suis allé à Karachi, je me suis présenté à l'ambassade de France et l'ambassade m'a remis dans l'avion en disant vous n'irez pas là-bas, c'est beaucoup trop dangereux. Et il me dit qu'est-ce que t'en penses? Ben, j'ai dit on y va, sans passer par l'ambassade de France, on prend un visa touriste et on improvise. Et donc je vais vous raconter tout ce qui s'est passé au cours de cette improvisation, et donc je vais m'appuyer pas mal sur l'expédition qui est donc la première expédition à laquelle j'ai participé, qui a véritablement retravaillé au Pakistan, et je vous présenterai également les résultats des travaux de l'ensemble de l'équipe qui ont pu se poursuivre après à l'issue de cette première expédition. Alors, où partons-nous? Parce que le Pakistan, je sais que les Français, on est en général très mauvais en géographie. Donc, où est le Pakistan? Le Pakistan, ben, c'est ici. Vous voyez l'Inde qui est là. Ça fait quand même quelques kilomètres de Toulouse. Et nous allons partir en particulier dans une zone particulière du Pakistan qui s'appelle le Baluchistan. Et nous allons plus particulièrement partir dans les paysages des collines Bukti. Voilà une carte du Pakistan un peu plus Karachi, la capitale économique qui est là, Islamabad au nord, pardon, qui est la capitale politique du pays, et la zone des collines Bukti qui se situe ici. Vous voyez la ville de Quetta, vous verrez quelques images de Quetta d'ailleurs au Pakistan. Quetta, il faut imaginer, c'est une ville de 400 000 habitants, ultra polluée, très compliquée. Une ville, vous voyez, qui est à la frontière de quelque chose qui, dans les années 90, ça faisait beaucoup parler de lui, l'Afghanistan. L'Afghanistan est revenu depuis, très souvent à la une de l'actualité, donc vous comprenez un petit peu dans quel contexte nous allons partir. Pakistan, d'ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, mais le terme de Pakistan a été forgé en 1929 par un étudiant qui habitait à Londres, enfin qui faisait ses études à Londres. Il faut imaginer qu'à l'époque, ce qui est aujourd'hui le Pakistan faisait partie de l'empire des Indes britanniques. Et il a forgé le nom du pays à partir des noms des provinces. Le P pour le Punjab, le K pour le Cachemire, Pak, le S pour le Sindh et le Tam pour le Baluchistan. Et le A, c'est pour Afghani, qui est la zone frontière avec l'Inde. Donc à partir d'une combinaison de lettres et d'initiales des différentes régions, il a formé le terme Pakistan, qui est devenu le terme officiel qui désigne ce pays depuis que l'indépendance vis-à-vis de l'Inde a été prononcée en 1948. Pour les géologues, très rapidement, le Pakistan, eh bien, en fait, on est sur le témoin d'un choc titanesque qui a vu notamment la partie l'Inde qui a dérivé depuis entre 110 millions d'années jusque vers une trentaine, une vingtaine de millions d'années, qui a dérivé à travers l'océan Indien, qui est venu percuter l'Eurasie pour former la chaîne de montagnes de l'Himalaya. Et d'ailleurs, la plupart des grands sommets de l'Himalaya sont au Pakistan, et notamment le fameux K2, dont vous avez entendu parler, qui est un sommet du Pakistan. Donc on a une géographie qui, en fait, est extrêmement contrastée, qui part depuis le niveau de la mer jusque dans des niveaux de très très haute altitude, au-delà de 8000 mètres. Donc une géographie extrêmement contrastée pour l'ensemble de ce pays. Quand on arrive au Pakistan, en général, on arrive à Karachi, c'est une mégalopole de plus de 15 millions d'habitants, qui est un peu la capitale économique du pays. Nous avons séjourné quelque temps à Karachi, le temps de faire un petit peu toute notre improvisation, c'est-à-dire, ok, on est parti au Pakistan, bien, on est arrivé à Karachi, mais notre objectif, ce n'était pas de rester à Karachi, c'était d'aller véritablement dans ces collines Bukti. Alors, je ne vais pas m'apesantir parce qu'on n'a qu'une heure, parce que je peux vous en parler pendant 4 heures, donc je vais essayer de faire court.
Donc je ne vais pas m'appesantir sur ce qu'on a fait à Karachi, mais en fait, sachez que Karachi, voilà, si vous allez au Pakistan, vous êtes toujours étonné de la manière, comment arrive-t-il à conduire un bus qui en général est surchargé avec tous ces décors sur les pare-brises. Il y a parfois une zone de 20 cm par 20 cm qui permet au conducteur de voir. Ça klaxonne dans tous les sens. Comment dire, le code de la route est quelque chose de très spécifique. Il y a les feux où on s'arrête et les feux où on ne s'arrête pas, même quand ils sont rouges. On apprend très vite à les reconnaître. Les feux où on doit s'arrêter absolument, c'est les feux où il y a les mendiants. S'il n'y a pas de mendiants, ce n'est pas la peine de s'arrêter au feu, même s'il est rouge. Donc vous voyez, on apprend, bon, bien sûr on conduit à gauche, c'est un pays de tradition britannique, bref, vous voyez, et peut-être un des éléments emblématiques, mais que retrouveront certaines parmi vous s'ils sont déjà allés en Inde, hein, c'est ces fameux rickshaws aussi, hein, qui sont des moyens de transport, ces petits tricycles voilà, à moteur, et dans lesquels on a quand même réussi, la gageure, de rentrer à 8 une fois, ce qui était quand même pas mal. Bref, le marché, un petit peu, donc vous donnez quelques idées un petit peu de la vie. On est, n'oubliez pas, on est 30 ans en arrière, hein, donc vous voyez un marché. Vous voyez les gens en tenue traditionnelle pakistanaise avec ce qu'on appelle le kameez, qui est cette espèce de grande chemise, et puis le shalwar, le pantalon, le kameez shalwar étant je dirais, la tenue traditionnelle que l'on retrouve à travers tout le Pakistan. Bien sûr, le Pakistan, c'est la soie aussi. C'est un pays de la soie, donc il y a énormément de marchands de soie. Vous pouvez acheter différents types de soie de très très belle qualité. Bref, et donc on est allé essayer des tissus de soie. Et comme moi je voulais ramener quelque chose pour ma femme à l'époque, eh bien il n'y a pas de femmes dans les marchés. Vous voyez, tout est tenu par les hommes. Les femmes sont éventuellement clientes. Et donc j'avais ce monsieur là qui minaudait en mimant un sari pour essayer de montrer comment il pourrait aller très très bien à mon épouse. Karachi, c'est avant tout un grand port. Un grand port, c'est un des plus gros ports de pêche aux requins du monde. Et quand nous sommes arrivés à Karachi, nous sommes arrivés au moment des fêtes de l'Aïd, et les quais du port étaient envahis de cadavres de requins, hein, de poissons qui avaient été pêchés. Voilà, et d'ailleurs, on a travaillé à échantillonner les requins, toutes les espèces de requins, pour avoir du matériel de comparaison. Donc on découpait avec des cutters les mâchoires des requins pour pouvoir avoir du matériel de comparaison qui pourrait être utilisé par un de nos collègues spécialistes des requins fossiles. Bien sûr, là c'est sur la plage de Karachi. La plage de Karachi, au moment des fêtes de l'Aïd, c'est un spectacle en tant que tel. C'est une plage où tous les gens allaient, c'était noir de monde. J'ai gagné le concours de saut en longueur de la plage de Karachi le jour de la fête de l'Aïd. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Vous imaginez un concours de saut en longueur, le principe c'était de courir sur la plage, on prenait appui sur un caillou et il fallait sauter le plus loin possible. Donc moi j'ai fait tout ce que j'avais appris à l'école, vous savez, prendre ses marques, machin, sauter, j'ai gagné, c'était extraordinaire. Donc du coup j'ai été acclamé par la foule, et puis mais quand je dis la foule, c'est la foule, hein, c'est 400, 500 personnes, hein, c'est la foule. Donc j'étais acclamé, et puis bon, on a dit, bon, c'est bon, on a bien rigolé, on s'amusait, puis on partait, et puis plus on y allait, plus on avançait, plus la foule nous suivait, plus ça s'excitait, plus ça criait, et à un moment on s'est dit, ça commence à devenir dangereux, il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose. Et avec Jean-Loup Elcom, qui était notre chef d'expédition, on a dit, bon, mais il y a une solution, c'est on fait demi-tour et on fend la foule. Et donc on a fait demi-tour, on a fendu la foule, les gens se sont écartés, et on a pu rentrer chez nous tranquille, ça a calmé tout le monde. Voilà. Bref, Pakistan, c'est aussi une zone sismique, et la ville dans laquelle je vous ai amené, la ville de Quetta notamment, a été victime d'un très très important tremblement de terre, séisme en 1936, qui a détruit une grande partie de la ville, hein, puisque vous le voyez, on est en fait dans cette zone, hein, qui est la zone dans laquelle le mouvement de l'Inde qui vient percuter l'Eurasie pour former l'Himalaya se continue, hein, puisque l'Inde est encore en train de s'enfoncer. Les géologues considèrent qu'à peu près un tiers de la surface originelle de l'Inde s'est déjà enfoui sous la plaque eurasiatique, ce qui a donné naissance à tous les hauts plateaux que l'on retrouve dans le Tibet. Voilà la ville de Quetta, après le tremblement de terre de 1935, d'où vous voyez une ville qui a été quasiment détruite lors de cet immense tremblement de terre. À Quetta, c'est une aventure. Arriver à Quetta, déjà, c'est quelque chose de très très particulier. Donc vous partez de Karachi, prenez l'avion. Quand vous regardez l'avion, vous voyez qu'il y a des espèces de rapetassage sur l'aile. Vous voyez, il y a des bouts de tôle qui ont été rajoutés pour boucher des trous, des trucs comme ça.
Et quand vous savez que tout un gouvernement pakistanais est tombé avec son avion et qu'il a fallu renouveler le Premier ministre et tous les ministres, vous n'êtes pas forcément très rassuré, surtout quand vous vous trouvez à côté d'un vieux monsieur pakistanais qui prie avec une ardeur que vous ne pouvez pas imaginer au moment du décollage et de l'atterrissage. Donc vous dites, bon, pourvu que ça se passe bien, bon, ça s'est bien passé. On a atterri à Karachi. Karachi, si vous voulez, c'est l'équivalent de la population de Toulouse, mais dans un contexte, vous voyez, très très particulier. N'oubliez pas que nous étions à l'époque également, dans les années 90, sur tous les réfugiés afghans qui avaient fui le régime des talibans, qui étaient passés et qui s'étaient installés pour beaucoup à Karachi. Voilà des vues du marché de Karachi. Vous voyez, un élément qu'il vous faut remarquer tout de suite, c'est qu'au Pakistan, pour être un homme, il faut qu'on ait ce qu'ils appellent le baroud, la moustache et la barbe. C'est ce qui fait qu'on est un homme. Quand on se rase, ils ne comprennent pas pourquoi on se rase. Hein, c'était, en tout cas à l'époque, c'était vraiment, il fallait avoir la barbe. Bon, moi j'avais qu'une petite moustache et j'ai fait avec. Hein, voilà. Le Bolan Pass, ouais, vous savez, c'est un endroit qui a été un endroit stratégique, hein, notamment au moment des affrontements contre les talibans en Afghanistan. Et donc, nombre de réfugiés afghans sont passés par cette passe de Bolan pour venir finalement s'installer à Karachi. La passe de Bolan jusqu'à Karachi, c'est une distance qui est relativement courte et donc du coup, les gens se sont, je dirais, réfugiés essentiellement. Les gens qui fuyaient l'Afghanistan sont venus s'installer à Karachi. Et voilà ensuite quelques vues des travaux agraires, quelques vues de paysages, de mausolées et autres. Le paysage dans lequel on évolue, vous le voyez, c'est un paysage qui est luxuriant, hein, qui est, voilà. Bon, c'est bien, c'est ce qu'on appelle le désert du Balouchistan. C'est un désert de cailloux avant tout. Il y a beaucoup de cailloux dans cette zone-là. On verra des argiles. Et nous voulions aller à Dera Boukti. Notre objectif, c'était Dera Boukti. Dera Boukti, Karachi, 300 km. Lui, tranquille, Toulouse, Limoges, allez, 3-4 heures de route, c'est bon. Sauf qu'on n'est pas entré sur l'autoroute entre Toulouse et Limoges. Et c'est compliqué d'aller à Dera Boukti parce que d'abord, donc nous sommes partis à 3. Hein, pour faire simple, nous étions 3 collègues, donc Jean-Loup Welcome, notre chef d'expédition, Léonard Gainsbourg, qui était mon ancien professeur de paléontologie au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, et moi-même. Donc nous étions 3. Et pour aller à Karachi, enfin à Karachi ça allait, pour aller à Quetta on a pris l'avion, et puis à Quetta il a fallu qu'on trouve des moyens d'aller à Dera Boukti. Et pour aller à Dera Boukti, finalement, à force de circuler dans les marchés, il avait fallu qu'on obtienne entre-temps une autorisation du gouvernement pakistanais pour pouvoir aller dans cette zone qui fait partie des zones tribales. Savoir que les Bouktis sont surnommés les tigres du Balouchistan. C'est une tribu qui n'a jamais été soumise ni par l'armée anglaise, ni par Gengis Khan, qui était en révolte forte pour des questions de ressources minières contre le gouvernement central pakistanais, puisque sur le territoire des Bouktis, il y a notamment d'importants gisements de gaz, mais que le gouvernement pakistanais deal davantage avec la Chine et il n'y a pas assez d'argent qui revient vers les tribus Bouktis qui, vous allez le voir, vivent dans des conditions qui sont parfois assez délicates. Donc nous voulions aller à Dera Boukti et on a pris un taxi. Et là, c'est le début de l'aventure. Je me rappelle le taxi, un Datsun jaune. On s'est dit, bon, allez, on va partir, comme il fait chaud, quand il faisait très très chaud, on s'est dit, on va partir le matin de bonne heure, nous, on va partir à 4 heures du matin, mais juste avant de partir, nous avions rencontré un gars sur le marché qui était l'héritier d'une autre tribu, la tribu Shawani. Et on lui a expliqué qu'on voulait aller chez les Bouktis, et il nous a dit, non, mais c'est bien parce que une de mes sœurs est mariée avec un des responsable, enfin un des chefs de clan des Bouktis, donc du coup je peux vous emmener, parce qu'attention, vous allez devoir, on ne savait rien, hein, on est parti comme Tintin au Congo, hein, si vous voulez, hein. On ne savait rien du tout, et il nous a dit, mais vous allez devoir traverser le territoire de certaines tribus qui ne sont pas forcément hostiles, et donc moi je vais vous guider à travers les territoires pour aller là-bas. On dit, bah, super, c'est sympa de nous accompagner, on était ravis, et il nous dit, ouais, mais c'est pas comme ça que ça se passe. Il va falloir décider qui sera le chef. Il dit, c'est évident, le chef, c'est Jean-Loup Welcome, notre chef d'expédition à Doux. Et il dit, non. Ici, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire, comment on fait? Il dit, le chef, c'est le plus fort. Et il dit, comment on sait ça? Il dit, on va se battre.
Et celui qui gagnera, ça sera lui le chef. J'étais le plus jeune de la bande à l'époque. J'avais 35 ans. Il se trouve que dans ma jeunesse, j'avais fait beaucoup de judo. J'avais été en équipe de France de judo. Et donc, très sympathique. Les deux collègues m'ont dit, ben Francis, c'est toi qui te bats, quoi. Et donc, on a fait un combat. Mais un vrai combat, quoi. Une partie de pampin, vraiment. Hein. Ça a distribué pire que les premières lignes de rugby à Toulouse. Hein. Ça a envoyé méchant. Dans la chambre d'hôtel, on a pété le lit, on a pété le poêle. Enfin, et bon, grâce à mes techniques de judo, à un moment, j'ai pu choper un bras. Clac, je lui ai fait une clé de bras. Donc, il m'a dit, OK, c'est bon. Il a abandonné. Mais pareil, ça, j'avais compris que le sens de l'honneur, c'était hyper important. Donc, j'avais dit, non, mais je me suis rendu compte que tu avais trébuché. Ce qui n'est pas vrai, il n'avait pas trébuché du tout. Mais enfin, bon, tu as trébuché. Mais donc, du coup, on va refaire un combat, quoi. Je te laisse une chance de reprendre. On a refait un deuxième combat. Là, je l'ai étranglé sauvagement. J'ai réussi à l'étrangler. Et finalement, j'ai gagné le combat. Et donc, j'étais pour lui le chef de l'expédition. Bien sûr, vous doutez bien que je travaillais avec Jean-Loup, notre chef à nous, pour pouvoir savoir qui allait et quelles étaient les orientations qu'on allait donner à l'expédition. Mais c'était extrêmement important et ce point-là, mais je vous assure, c'était une partie de pomme, ça a duré plus d'une heure, hein, ça a bastonné sévère. Et dans l'hôtel, on avait, voilà, le patron de l'hôtel nous avait dit, mais n'allez pas chez les bouquetis, quoi. N'allez pas chez les débouquetis. C'est des fous. C'est des fous. Ils vont vous tuer. Et c'est pour ça que l'ambassade française ne voulait pas qu'on aille chez les bouquetis, parce qu'il y avait un Français qui avait déjà disparu dans ce secteur-là. Donc il ne voulait pas en avoir 3 d'un coup qui disparaissent. Et d'ailleurs, quand on était parti de Paris, j'étais passé par le Muséum national, et je vois qu'il y a Pascal Tassi parmi nous, j'ai rencontré Philippe Janvier, dans les couloirs du Muséum national, qui me dit, tu vas où? Je dis, ben, je vais au Pakistan avec Léonard. Il me dit, vous êtes complètement cintré, vous allez y rester. Bon, on a dit, ben, on y va quand même, hein, voilà. Donc on y est allé, et voilà donc l'objectif, vous voyez, ça nous indique Dera-Boukti. Donc on part avec notre taxi, un Datsun jaune, le taxi plein avec tout notre matériel, notre barda, nos sacs, tout ce qu'il nous fallait pour notre expé, plus Mirider Shawani. On roule sur la route, façon de parler, disons sur la piste. Par endroits, il n'y a pas de pont, on descend dans la rivière, on remonte, ça se coupe pas mal, mais encore la route est relativement praticable. Et puis à un moment, on bifurque, on tombe sur ce panneau, on bifurque, on va Dera-Boukti, et à partir de là, on va prendre la piste là, et on s'enfonce dans le désert du Balouchistan. Ce qui devait arriver arriva. Vous imaginez bien, une Datsun, pas vraiment un véhicule tout-terrain, hein, une Datsun de base, pas vraiment un véhicule tout-terrain. On roule, je ne sais pas, une trentaine, une quarantaine de kilomètres. On crève. Pas trop grave. Hop, on met ça sur cric, on prend, on met la roue de secours et on repart. On refait 15 kilomètres de plus, on recrève. Ah ouais, mais on n'a pas de roue de secours, quoi, parce qu'on a déjà utilisé la roue de secours. Et donc, je dis, mais comment on va faire ben, il nous dit, Shawani nous dit, non, mais c'est pas grave, c'est une piste, il y a du monde qui passe, on va attendre. On est parti à 4h du matin, il doit être 7h du matin, à peu près, on va attendre. Donc on attend. 8h, 9h, 10h, 11h, midi, toujours personne, hein, personne de passer. C'est inquiétant, on n'avait rien pris à boire. On n'avait pas pensé aussi pour 3 heures de route, c'est bon, quoi, il n'y a pas besoin de boire. Donc on n'avait rien à boire, on n'avait pas déjeuné le matin, on n'avait pas d'eau. Il faisait une bonne quarantaine de degrés, donc vous imaginez dans une voiture, 40 degrés en plein Cagnas, vous voyez qu'il y a vraiment beaucoup d'ombre. Et donc, bon, finalement, je vais faire un peu court, mais on a attendu une voiture qui est arrivée, une première voiture qui est arrivée sur le coup de 10h du soir. Après être parti comme des Tintins au Congo avec les gourdes vides à la recherche d'un endroit où on avait vu de la végétation au fond et on s'est dit, qui dit végétation dit eau, on a pris de l'eau là, on l'a bu, puis après on s'est dit, merde, si elle n'était pas... On verra demain. Voilà. Et donc finalement, vers 10h du soir, une première voiture qui arrive et là, Shawani nous dit, vous vous planquez dans le talus là et vous ne bougez pas et vous dites rien. Je gère. Très bien, donc on se planque dans le talus. Il arrête la voiture, il discute un moment avec les gars, et puis on voit la voiture repartir. On lui dit, mais t'es con quand même, on poirote depuis ce matin, quoi. Ça fait 12 heures qu'on poirote. Il dit, non, non, ces gars-là, c'est des pillards du désert, on ne peut pas monter avec eux, c'est trop dangereux. Bon, il dit, qu'est-ce qu'on fait alors? Il dit, ben, on attend. Et là, ben, je vous assure, vous êtes prêts à faire du stop dans tous les sens, hein, d'un côté, de l'autre, mais votre truc, c'est de se dire, bon, il faut qu'on aille à quelque part, qu'on puisse avoir à boire, qu'on puisse avoir à manger, qu'on puisse s'installer, bref.
On fait du stop, bon. Et finalement, une autre voiture, 1 heure après, on a une autre voiture qui arrive. Par chance, elle allait dans la direction où on voulait aller. Même scénario, on se planque dans le talus, il les arrête, ils discutent. Et puis là, il nous dit, oh, mais c'est bon, vous pouvez venir, je les connais, c'est bon, il n'y a pas de risque. Et nous voilà chargés dans une espèce de pick-up. On met les sacs à l'arrière. Et puis là, on découvre le rallye Paris-Dakar version Balouchistan. Vous voyez ce que je veux dire? Plein pot sur une piste défoncée, la bagnole qui bondit dans tous les sens, Mi-Rider Shawani qui se prend la tête dans l'appui-tête, vous savez, dans le truc pour se tenir, il saigne, voilà, mais tout le monde est à fond. Finalement, on finit par arriver à Deraboukti sur le coup de pas loin de 2 heures du matin. On arrive à Deraboukti à 2 heures du matin, donc voilà un petit peu quelques vues sur la route. Et lorsqu'on arrive à Deraboukti, on est épuisé. On est parti à 4 heures du mat, on a crapahuté dans le désert, on n'a pas mangé, on n'a pas bu. On se dit, c'est compliqué. Bon, finalement, on dit on va se coucher. Il y avait de l'eau, on boit de l'eau, et puis on dit on verra demain, on mangera mieux demain, c'est pas grave. Et là, tout d'un coup, on voit arriver un pick-up, comme celui qui nous avait amené là, rempli de mecs, armés jusqu'aux dents, avec des figures impressionnantes, hein, des gens qui ont vraiment... qui sont vraiment impressionnants, quoi. Et ils nous disent, venez, le seigneur des Bokti vous attend, c'est Nawab Bokti, vous attend. Il est 2 heures du matin, quand même. Bon, ils étaient plus grands que nous, ils étaient plus costauds que nous, ils avaient des kalachnikovs. Ben vous dites, oui, ben bien sûr, on arrive. Et donc, on arrive, et là, on arrive, vous voyez, on traverse, donc là, vous avez une vue de jour, mais imaginez, on traverse de nuit à tombeau ouvert tout le village, et on arrive à l'entrée du fort de Deraboukti. Vous avez ici ce fort, vous voyez, avec cette porte en ogive, au-dessus de laquelle, d'ailleurs, vous avez des cornes de marcour ici qui décorent. Puis vous voyez quand même que ça ne plaisante pas, quoi. Le monsieur qui est là, il a un turban, mais devant, il a une espèce de truc, c'est pas un jouet, quoi. Et il y a une chaîne comme ça, donc vous imaginez, c'est la nuit, il y a une petite lumière là, qui descend là-dessous, une lumière un peu blafarde, un peu jaunâtre. Il passe 2 appels de phare comme ça, le gars abaisse la chaîne, on nous fait signe de passer, les portes du fourreau, on rentre et on débarque dans une cour qui était remplie de gars armés jusqu'aux dents. Tous armés jusqu'aux dents. On était au milieu, il y avait 150 ou 200 guerriers armés jusqu'aux dents. Bonjour, I am Francis Duranton from the Museum of Toulouse. I am ravi to be here with you. Vous voyez, on était un peu, on ne savait pas trop comment se comporter. Puis il nous dit non, mais rentrez là. Nawab Bokti vous attend. Le chef de la tribu. Le chef de la tribu vous attend. Donc là, vous avez une photographie de Nawab Bokti jeune. Ces tigres du Balouchistan, c'est vraiment une tribu guerrière. Ils ont la culture de la guerre. À 8 ans, un gamin s'est tiré à la Kalachnikov et est capable de tirer sur un oiseau de la taille d'un pigeon juste sur la tête pour pouvoir manger l'oiseau. Ils ont la culture des armes, ils ont la culture du combat. Et donc, nous partons... pourquoi on n'a pas passé? Voilà Nawab Bokti, quand nous l'avons rencontré, il est 2 heures du matin, il nous dit « Est-ce que vous avez mangé ?» Il dit « Non, on n'a pas encore mangé. » Il dit « Non, mais non, ne vous inquiétez pas, on mangera demain. » Non, on a une tradition d'accueil. Et vous allez manger. Donc il claque dans les mains, les serviteurs arrivent, nous déroulent des grandes nappes blanches, dedans il y a plein de plats qui arrivent. Voilà, il dit mangez, on discutera après. 2 heures du mat, on était bien canés. Enfin, non, on discutera après, il n'y a pas de souci, vous en faites pas, manger. Et là, j'ai goûté mon premier repas pakistanais. Alors il y a un truc, ça ressemblait à un navarin d'agneau. Donc je le goûte, je dis ah, c'est bon. Et là, tout d'un coup, j'ai cru que mes lunettes se lézardaient, quoi. C'était tellement épicé, j'ai l'impression d'être au Saint-Georges, mais d'être le dragon, vous voyez, dans Saint-Georges. C'était waouh, comme ça. C'était le feu, un feu énorme. Je veux dire, il y avait un premier feu, et puis un deuxième feu. Il y a un truc à côté qui ressemblait à des petites patates rissolées. Je dis, je vais prendre ces patates, là, ça va calmer. C'était pire. C'était pire, on transpirait à grosses gouttes, on n'en pouvait plus. Léonard et Jean-Luc, je voyais en face de moi, on avait des boîtes de Kleenex devant nous qui avaient la marque Rose Pétale, je me rappelle encore de la marque, et je voyais le tas de Kleenex qui montait parce qu'ils étaient en train de... À l'époque, j'avais des cheveux, mais eux, ils étaient déjà chauves, et ils étaient en train de se tamponner, ils avaient la sueur qui ruisselait, enfin c'était particulièrement épicé, mais bref, Nawab Bokti donc, nous accueille et nous dit, bon, après ce repas, voilà, hein, vous nous voyez là pendant le repas,
Donc vous avez ici Jean-Loup Elcom, qui était notre chef d'expédition, là c'est votre serviteur, et puis Nawab Boukti, vous voyez, très très sympa. Et puis n'oubliez pas, hein, on est un pays musulman, on mange avec les mains, donc pas avec la main gauche, vous ne servez pas de la main gauche, donc vous le calez bien sous la fesse pour éviter de faire une connerie, parce que la main gauche c'est celle qui sert à autre chose, quoi. Voilà. Donc vous respectez toutes ces... Bon, c'est un peu tendu, et à la fin du repas, Nawab Boukti nous dit, bon alors vous avez demandé à venir ici, je vous accueille, qu'est-ce que vous venez faire? Il est pas loin de 3 heures du matin. Et nous voilà partis à 3 heures du matin expliquer la tectonique des plaques, le contact entre l'Afrique et l'Eurasie, le fait qu'il y a des animaux d'origine africaine qui sont passés en Eurasie, des animaux eurasiatiques qui sont passés pour aller vers l'Afrique, et que le Pakistan est la zone clé. Il a fait ses études à Oxford. Hein. C'est un érudit, c'est un homme intelligent qui a une très très grande culture. Hein. C'est pas n'importe qui. D'ailleurs, au bout d'un moment, il nous dit, mais... Nous dit, bon, très bien, tout ça, il n'y a pas de souci, on va essayer, je vais vous aider, mais dites-moi, quel est votre plus grand philosophe français? Alors, on sort tous nos trucs, et on y va, Pascal, Voltaire, Alain, enfin, on les passe tous, vous voyez, tout ce qui nous vient par la tête. Il dit, non, mais franchement, vous êtes mauvais, vous ne connaissez pas votre culture. Le seul vrai grand philosophe français, c'est celui qui a écrit « La Révolution dans la Révolution ». Bon, ça pose le personnage. Et alors on engage la conversation, le temps qu'on discute un petit peu, on dit mais il y a combien de personnes à la tribune? Non, les personnes, c'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est les guerriers, moi j'en ai 40 000. Bon. Et donc il nous dit, mais vous voulez aller où? Bon, on lui dit, ben voilà, on a fait la bibliographie, et au 19e siècle, il a été trouvé un endroit qui s'appelle Koumbi, petit village de Koumbi, il a été trouvé des fossiles, on voudrait aller au village de Koumbi. Il nous dit, ah, vous voulez aller à Koumbi? Il dit oui, très bien. Bon, mais écoutez, vous allez à la Combi, pas de problème. Hein. On va vous amener à Combi. Combien vous faut de chameaux? Oh, je ne sais pas, on dit un pour chacun, et puis peut-être un pour les bagages. Quatre. Quatre, dit on va en mettre 5 quand même. Hein. Alors je vais envoyer les chameaux, ils vont être là-bas dans 2 jours. Et vous, on fera en sorte de vous approcher. Vous aurez une quinzaine de kilomètres à pied pour finir d'arriver sur le site. Voilà, mais... il dit très bien, donc on va faire les courses et nous, voilà, on fait les commissions, puis on dit on va aller à Koumbi. Il nous dit mais attention, hein, Koumbi c'est pas un village. Hein. Ah bon? Non, non, Koumbi ça veut dire petit point d'eau dans le désert. Nous on s'était dit on fera les courses sur place au village, on mangera, on se débrouillera. Et bon, donc on dit on va faire les courses hein, à Deraboukti, et donc on fait les courses pour nous 3 tranquillement. Et nous voilà ensuite partis donc vers Koumbi. Et voilà le départ vers Koumbi, vous voyez. Et il nous dit, bon, attendez, Koumbi, quand même, c'est un endroit, c'est un peu compliqué. Hein, c'est à la limite d'une des tribus avec lesquelles on n'est pas trop copains. Donc, je vais vous faire protéger par ma garde rapprochée, mes meilleurs guerriers. Donc, vous allez partir avec 6 de mes meilleurs guerriers qui seront là pour assurer votre protection. Il dit, parce qu'on ne sait jamais, quand même, il pourrait vous arriver des bricoles. Merci. Et on y va. Et on démarre et on arrive à Koumbi. Parmi les guerriers, Kéar. Hein, vous voyez les guerriers quand même. Hein, vous voyez les visages un peu farouches, bien burinés. Hein. Sa moustache là, de là à là, quand il l'attendait, c'est 60 cm. Extraordinaire. Un homme extraordinaire, Kéar. Et voilà Koumbi. Voilà le petit point d'eau dans le désert. Et donc c'est là qu'on a installé notre campement pour cette première expédition, qui était une expédition totalement de découverte. On était en terra incognita. D'ailleurs, quand on regardait les cartes géologiques à l'époque, toute cette zone-là était en blanc, parce que la géologie n'avait pas été faite, parce que depuis les dernières fouilles qui avaient été faites par les Britanniques Forster Cooper en 1910, aucun scientifique n'était revenu dans cette région du monde. Ça fait plus de 80 ans que personne n'était revenu là-bas. Zone inaccessible, ultra dangereuse. Donc vous voyez qu'ils ont toujours leurs petits joujoux avec eux, hein, ils ne les quittent pas. Et voilà donc les conditions de terrain dans lesquelles on a travaillé. Vous voyez, beaucoup de douceur, voilà, de l'eau de source, voilà, un truc relativement décontracté, et puis vous voyez une forme de convivialité, hein, un petit feu de camp et tout le monde autour du feu. Et une convivialité qui fait que d'ailleurs, il nous est arrivé des choses, bon, je vous raconterai ça. Voilà. Un autre camp de base qui a été installé les années suivantes par mes collègues qui ont poursuivi les expéditions, le camp de base de Lundo, qui était spartiate,
Mais ce qui était intéressant pour le géologue, c'est que c'est un désert. Et dans un désert, on voit les couches géologiques. Et donc, pour des gens qui cherchent des fossiles, on n'est pas enquiquiné par la végétation. Moi, je dis souvent, quand je taquine mes collègues botanistes, je leur dis, vous savez, la végétation, c'est uniquement le phare qui souligne la beauté de la géologie. Mais ce qui est important, c'est la géologie. Hein, puisque moi, à la base, je suis géologue, paléontologue. Donc, ce qui est bien là, c'est que vous voyez tout, vous voyez toutes les couches. Donc, vous pouvez faire tous les relevés stratigraphiques que vous voulez. Et donc, on a parcouru ces territoires pour développer toutes les observations qui étaient absolument nécessaires pour comprendre un petit peu ces dépôts, l'âge de ces dépôts. Parce qu'en fait, quand on étudiait les fossiles qui avaient été récoltés par Foster Cooper, on était un peu surpris. Il y avait une sorte de mélange. Il y avait des trucs assez évolués, des trucs assez primitifs. On ne comprenait pas trop ce qui se passait, mais tout simplement parce qu'on n'avait pas le contexte, on n'avait pas les coupes, on ne savait pas comment et dans quel endroit précis ça avait été recueilli. Donc on a véritablement prospecté systématiquement dans toutes les ravines. Donc on partait le matin avec notre gourde d'eau, 1 litre, dans laquelle on mettait du micro pur dedans, je me rappelle, 1 litre d'eau, et on partait toute la journée dans les ravines en prospection pour essayer de voir si à la surface on voyait des petits morceaux d'os, parce que quand on voit des petits morceaux d'os à la surface, on peut supposer que dessous il y a des os plus gros. Voilà. Donc notre travail de prospection, ça a été ça, et bien sûr de relever la position des couches géologiques, où elles sont, et ainsi de suite, et comment on avance. Donc à partir de ce travail de prospection, on a trouvé le tout premier fossile. Et là on était content, on dit, nous sommes les premiers paléontologues modernes à avoir trouvé un fossile. Bon, en fait, ce fossile que je tiens dans mes bras ici, c'est pas du tout ce qu'on cherchait, c'est un fossile de végétal, hein, c'est un gros morceau de tronc, mais en fait c'était quand même la première fois depuis 80 ans qu'on découvrait un fossile dans ces collines Bouquetis. Donc on a continué notre travail et vous avez là Léonard Gainsbourg qui finalement va découvrir la toute première vertèbre de ce fameux rhinocéros géant, le Baluchitherium. Donc la toute première découverte récente de ce Baluchitherium, eh bien, c'est cette vertèbre que tient ici Léonard Gainsbourg. Vous noterez qu'on avait adopté la tenue locale qui est extrêmement confortable, surtout quand il fait chaud, parce qu'à la moindre brise, c'est un tissu extrêmement léger, donc ça aère pas mal et on avait vraiment besoin d'avoir une tenue relativement légère. Et puis on a trouvé également, voilà, cette première vertèbre de Baluchitherium, et puis on a également trouvé le premier bassin de ce Baluchitherium. Baluchitherium, vous le verrez en bas, hein, si vous avez vu l'exposition, c'est un cousin de nos rhinocéros qui fait 6 mètres de haut, 8 mètres de long et pour un poids d'une vingtaine de tonnes. Donc c'est quand même, c'est le plus gros mammifère qui ait jamais foulé le sol de la planète. Mammifère terrestre. C'est bien quand ça marche. Voilà. Donc vous voyez que quand on trouve des fossiles, ben après on travaille avec les dromadaires, on charge nos découvertes sur les dromadaires, et puis on revient au camp pour pouvoir étaler le butin et commencer à faire le tri dans tout ce qu'on a trouvé. Donc là, vous avez à l'issue des prospections une partie du matériel que l'on a récolté. Vous voyez que notre camp est relativement spartiate, mais qu'on est très content parce qu'on a en fait énormément d'ossements qui montrent que finalement, eh bien, on a trouvé plein de gisements fossilifères, on a trouvé plusieurs niveaux qu'on a repérés à chaque fois avec les GPS, avec tout ce qu'il fallait. Aller expliquer à un guerrier bouquetis que grâce au GPS, vous savez exactement où vous êtes, il vous dit mais moi je sais où on est là, quoi. Donc voilà, mais que vous lui expliquez qu'il y a des satellites qui tournent autour de la Terre et que par des triangulations, vous savez exactement où... Bon, ça leur passait un peu dessus, mais pour nous c'était important. Et donc on localisait systématiquement toutes nos découvertes. Là, par exemple, vous avez un morceau de crocodile. Vous voyez, c'est un crocodile géant. Et d'ailleurs, vous verrez, lorsque vous irez visiter l'exposition en bas, que ces gros crocodiles se nourrissaient notamment des jeunes baluchithères. Hein, c'était des crocodiles qui faisaient 12 à 15 mètres de long, des très grosses bêtes, qui n'hésitaient pas donc à attaquer ces très gros cousins des rhinocéros. Ici, des restes de tortues. Voilà. Et puis ici, d'autres restes où on voit ici des artiodactyles, on voit des éléments de rhinocéros, on voit ici une mandibule de rhinocéros. Bref, une récolte extrêmement intéressante, extrêmement importante et qui marque le succès de cette première expédition. Bien sûr, le soir au camp, c'est
partage, c'est Kalachnikov, on s'amuse des fois à tirer avec la Kalachnikov pour voir ce que ça fait, parce que c'est rigolo, ça fait du bruit, on s'amuse à viser le caillou le plus loin possible, enfin bref. C'est des jeux tout à fait surprenants. Moi, je ne suis pas habitué à Toulouse à faire ça. J'avoue que Place du Capitole, ça ferait un petit peu désordre. Voilà, mais en tout cas, ça ne nous a pas empêché de bien rigoler. Mais, ce que je ne vous avais pas dit, c'est qu'on avait fait les courses pour nous 3. Et les guerriers nous ont accompagnés. Et eux, ils ne savaient pas ni pour combien de temps on partait. Nous, on avait compté partir à peu près une quinzaine de jours. Et ils n'avaient pas de nourriture. Donc, qu'est-ce que vous faites? On n'allait pas manger devant eux. Donc on a partagé. Donc ce qu'on avait prévu pour 3, on était 9. Donc très rapidement, plus de nourriture du tout. Plus rien. Surtout qu'en plus, dès qu'on n'était pas là, ils boulottaient les réserves. Enfin bon, c'était un peu... Donc c'était un peu compliqué. Donc on n'avait plus rien mangé. Et on leur avait dit, ben, vous avez vu le petit point d'eau là tout à l'heure? Sur ce point d'eau, il y a des espèces de roseaux. On leur a dit, ça se mange ça? Ils disaient, oh, mais c'est pas très bon. Et donc pendant plusieurs jours, on a arraché les racines du roseau. Et on rousiguait, là, on mangeait ces racines-là. Voilà. C'était pas très bon. Mais avec ça, on se nourrissait, enfin, on essayait de se nourrir, et puis on continuait la journée à crapahuter avec notre gourde d'eau. Et... Donc au bout d'un moment, il y a un des guerriers qui en a eu marre. Il s'est dit, j'en ai marre de manger ces trucs-là. Et un matin, on le voit, il se lève et il part dans le désert, à l'aventure, comme ça. Et on dit aux autres, mais où est-ce qu'il va? Il nous dit, il va faire les courses. Et là, vous imaginez, vous montez sur la crête la plus haute, vous faites le tour comme ça, vous voyez à 40 km à la ronde, pas un Leclerc, pas un Auchan, pas un Intermarché, rien. Des cailloux, point. Bon, finalement, nous, on continue, hein, mastiquant nos racines de roseau, on continue, et on va, comme ça, continuer ce travail. Et puis, un soir, il revient, et il avait ramené un gros sac de farine. En fait, il avait rencontré des nomades. Il leur avait acheté les provisions de farine, il était revenu, et là, les autres étaient tout contents, ils disaient, ah, on va enfin pouvoir manger, on va faire des cookies. Ah, c'est dit, il y a du chocolat? Ah, je vais vous expliquer les cookies à la pakistanaise. Le cookie à la pakistanaise, donc c'est cette farine, vous la mélangez avec l'eau du point d'eau. Voilà. Sauf que quand vous êtes avec des dromadaires, vous savez qu'il ne faut pas aller faire pipi dans le point d'eau. Mais allez l'expliquer à un dromadaire. C'est pas évident, donc ça parfume déjà un petit peu. Ça donne, vous savez, c'est quand on cuisine, souvent on met un petit alcool pour donner un petit peu de goût à la pâtisserie. Mais là, le petit alcool, c'était l'urine de chameau. Et puis, bon, on n'avait pas prévu de faire la cuisine, donc il fallait pétrir la pâte. Donc on a isolé, on a développé les cookies sur la couverture qui nous servait à nous isoler du chameau quand on marchait avec les chameaux. Donc finalement, on a commencé à faire des cookies fourrés au poil de chameau et parfumé à l'urine de chameau. Et il n'y a pas grand-chose comme bois dans la région. Donc finalement, un très bon combustible, c'est la crotte de chameau. Donc on fait un feu de crotte de chameau et on avoue que c'est franchement meilleur quand on va développer la cuisson à l'étouffée. Donc vous recouvrez de crotte de chameau, ce qui fait qu'à l'arrivée, effectivement, vous avez des petites pépites à l'intérieur de la pâte. Et on a compris pourquoi ça s'appelait un cookie à la pakistanaise. Voilà. Mais bon, finalement, c'est ce qui nous a permis de nourrir. On démoule, on sert chaud, on tape dessus, on mange. Mais je vous assure que quand vous avez mangé que des racines de roseau pendant 4-5 jours, vous trouvez ça excellent. Excellent. Voilà. Et donc, pendant plusieurs jours, on s'est nourri avec ça, jusqu'au moment où les nomades sont arrivés enfin au village de Deraboukti. Le chef de la tribu, il dit, vous les avez vus? Il dit, non, mais ils sont complètement cintrés, ils n'ont plus rien à manger, ils ne veulent pas rentrer, on leur a donné toutes nos provisions de farine, et là, le chef de la tribu nous a envoyé des provisions, et là, on a vu arriver un soir, on les a vus arriver avec des fruits frais, des trucs comme ça. On a fait une orgie, c'est extraordinaire. Bon, bien sûr, on est un pays musulman, on ne l'a pas arrosé, vous en doutez, mais par contre, qu'est-ce qu'on a apprécié? Donc voilà, donc on s'est nourri de ça plusieurs jours et donc on a finalement continué comme ça à développer et ça nous a révélé tout l'intérêt scientifique de cette région du monde. Voilà. Et on a comme ça collecté, chargé nos dromadaires et ramené tout ça. Et donc par la suite, on a, vous voyez, le genre de paysage dans lequel on évolue. Hein. Et par la suite, moi j'ai dû arrêter de participer à ces expéditions
parce que nous étions au moment où nous avons lancé le grand programme de rénovation du Muséum de Toulouse. Et c'est donc Pierre-Olivier Antoine, qui était mon étudiant à l'époque, qui était notre étudiant d'ailleurs avec Pascal Tassi, qui a pris le relais de ces expéditions et ils ont poursuivi le travail au Pakistan parce que finalement on avait révélé l'intérêt paléontologique de cette région et on avait découvert ce fameux... Et ils ont poursuivi le travail pendant de très très nombreuses années jusqu'à retrouver plusieurs éléments et de quoi reconstituer quasiment tout le squelette de ce fameux géant, le Paraceratherium. Vous avez ici Jean-Loup, ici, voilà, Pierre-Olivier, et puis notre collègue Laurent Marivaux de l'Université de Montpellier, et puis bien sûr deux des ineffables guerriers pakistanais qui ont toujours accompagné les expéditions. Grâce à tout le travail qui a été mené, il a été possible de reconstituer en 2D et en 3D ce fameux rhinocéros géant Paraceratherium buctiense. Voilà, avec un travail avec des gens, des spécialistes de l'image d'animation et autres. Et c'est avec ces gens-là qu'on a pu travailler les images d'animation que vous avez également dans l'exposition en bas. Donc une découverte extrêmement importante, extrêmement intéressante. On a retrouvé le squelette complet, on a retrouvé les gisements de Foster Cooper et ça nous a permis de donner un petit peu une idée de l'allure de cet animal. Voilà, progressivement, vous voyez, en 99, on n'avait pas encore beaucoup de choses. En 2000, on a grossi, puis d'année en année, comme ça, on a fini par pouvoir reconstituer tout le squelette. Vous avez ici la représentation à l'échelle. Jean-Loup mesurait 1,80 m, donc ça vous donne une idée. À la même échelle, ça vous donne une idée de la taille de l'animal. Voilà une reconstitution avec des images qui sont identiques à celles que vous retrouverez dans l'exposition en bas. Quelques scènes de la vie de ces fameux Paraceratherium. Grâce à tout le travail qui a été mené, on a pu dater ces Paraceratherium de l'Oligocène, mais quand on est sur le terrain, bien évidemment, on a un objectif de recherche, mais on essaie de retrouver tout ce qu'on peut. Et dans l'activité des paléontologues sur le terrain, il y a ce qu'on appelle du tamisage. On récupère des argiles, des sables, on les passe à travers des tamis, on récupère le sable dans la fraction qui est supérieure à 500 microns, et on va trier les grains un par un pour essayer d'y trouver des petits animaux, des petits mammifères. Et une des découvertes majeures de ces expéditions, ça a été d'avoir découvert un lémurien fossile qui a été baptisé Boucti-lémur. Et pourquoi c'était important? C'est parce qu'aujourd'hui, les lémuriens, et tout le monde, on n'en trouve qu'à Madagascar. Et donc, se poser la question, mais les lémuriens fossiles qu'on connaît ne sont pas très, très vieux. Et grâce à tout ce travail qui a été mené, on a découvert le plus vieux lémurien fossile connu au monde, au Pakistan, avec justement ce petit Boucti-lémur qui a été découvert en 2001. Donc ça a surpris un petit peu, cette découverte était surprenante parce qu'on ne s'attendait pas du tout à trouver du lémurien fossile dans cette région du monde et à cette époque-là. Finalement, grâce à tout le travail qui a été fait, on a pu travailler à la datation de l'ensemble des collines Boucti et on a fait un certain nombre de relevés géologiques qui nous ont permis de comprendre la structure géologique de cet ensemble. Pour les plus géologues d'entre vous, vous reconnaîtrez ici une forme qu'on appelle un anticlinal, et puis à côté un synclinal, et on a listé comme ça, et on a pu voir comment l'âge des dépôts était un peu similaire d'un côté et de l'autre de l'anticlinal, du synclinal, bref, rien de très surprenant pour des géologues, mais par contre pour nous c'était extrêmement important parce que c'était la première fois que dans cette région du monde, on avait des fossiles avec ce qu'on appelle un contrôle stratigraphique. On savait exactement quelle couche, quel endroit, et donc ça nous a permis de comprendre du coup la structure géologique de l'ensemble de cette région. Alors on a découvert comme ça, au fil des années, au fil des expéditions, plusieurs gisements. Donc le premier sur lequel moi j'ai travaillé avec mes collègues lors de la première expédition, c'était Koumbi ici. Et puis vous voyez, vous avez ici ce qu'on appelle une coupe stratigraphique, voilà, avec des petits signes qui caractérisent la nature de la roche. Partout où vous avez un petit os, c'est des niveaux fossilifères. Et on va retrouver ça comme ça sur les différents gisements. Et plusieurs gisements importants ont été découverts au cours de ces expéditions et ont été analysés, ce qui a permis comme ça de préciser
d'un point à l'autre, les relations, l'âge des dépôts, la structure des dépôts, ainsi de suite, et de comprendre finalement toute la géologie de ce secteur-là et de dater finalement tous nos fossiles. Voilà le gisement de Palinaala, qui est un gisement d'Oligocène inférieur, c'est-à-dire grosso modo une trentaine de millions d'années, avec une faune diversifiée. Vous avez là notamment des opérations de tamisage. Vous voyez, on récupère des couches plus ou moins sableuses, on passe à travers le tamis, on récupère les petites dents qu'on trouve, et là-dedans, on va trouver une faune extrêmement variée, avec des marsupiaux, des carnivores, des chauves-souris, des écureuils volantes, des petits cochons, des ruminants, des calicotères, du rhinocéros. Bref, on a pu caractériser une faune très très diversifiée correspondant à un âge de dépôt de l'Oligocène inférieur. Sur un autre gisement, donc, on a poursuivi et on a découvert, vous le voyez, c'est là qu'on a découvert ce fameux Buctilémur mattesonae, voilà, et par les techniques d'analyse des paléontologues, on a pu repréciser la place de ce fameux Buctilémur dans ce que l'on appelle un arbre phylogénétique, qui est un arbre qui donne, les relations de parenté entre les différentes espèces. Donc vous voyez que ce Buctilémur est proche plutôt du Kérogal actuel. Bref, donc tout un travail d'analyse scientifique, mais qui, ce travail, bien évidemment, a été mené au laboratoire après le retour de l'expédition. On a trouvé également des restes de rhinocéros, bref, une faune extrêmement variée. Autre gisement, l'Undochur, qui a été étudié, dans lequel, vous le voyez, hein, vous voyez le paysage, et puis vous voyez là, en l'occurrence, des restes de rhinocéros en particulier, qui ont été découverts. On a découvert beaucoup de rhinocéros au cours de cette expédition. Et puis une découverte qui a été surprenante, c'était une découverte, c'est Pascal Tassi qui nous avait identifié, enfin qui avait confirmé l'identification de ce morceau, ce petit morceau de défense de proboscidienne dans des niveaux qui ont à peu près une vingtaine de millions d'années, ce qui pose des problèmes pour comprendre comment cet animal est passé d'Afrique en Asie à l'époque où on n'avait pas forcément, en tout cas dans la réflexion qu'on avait, une paléogéographie qui permettait un contact direct entre l'Afrique et l'Eurasie. Bref, donc vous voyez, ça soulève un certain nombre de questionnements scientifiques sur lesquels il a fallu travailler. Voilà le gisement de l'Undochur, vous voyez, hein, le paysage est toujours aussi rayonnant, flamboyant. Si vous aimez les cailloux, je vous conseille les collines Boukti. C'est un endroit où on bronze beaucoup, hein, on peut bronzer facilement, parce que vous ne risquez pas de vous trouver à l'ombre. Là encore, donc, on a trouvé tout un matériel et avec un objet un petit peu particulier pour des paléontologues et pour le public, c'est ça par exemple, qui est un coprolithe. Un coprolithe, je ne sais pas si vous savez ce que c'est un coprolithe, c'est un caca fossile. Voilà. Mais les coprolithes, c'est intéressant parce qu'on peut étudier les coprolithes et dans ce qu'on va récolter dans le coprolithe, on peut avoir une idée du régime alimentaire des animaux qui les ont laissés. Donc voilà, on peut aussi récolter ça. En fait, les fossiles, ce n'est pas uniquement les dents, ce n'est pas uniquement les os, ce n'est pas uniquement les coquillages qu'on peut récolter, c'est aussi les traces d'activité des organismes, c'est parfois des empreintes, et parfois dans l'activité biologique des organismes, eh bien, il y a le fait de déféquer, donc on va retrouver des coprolithes. Il y a également des activités de reproduction, et c'est ce qui va nous permettre également de trouver des pollens fossiles, éventuellement dans certains gisements. Donc vous voyez ces petits bone beds, petit à petit, on a pu les dater, on a mis les corrélations entre sites, et puis on a pu montrer comme ça qu'on avait des niveaux d'âge oligocène et des niveaux d'âge miocène, et qu'on avait un remplacement des fameux rhinocéros géants, les balouchitaires, par d'autres géants également disparus, qui font partie du groupe des proboscidiens, avec en particulier des dinotères. Donc on a pu caractériser, si vous voulez, ce changement, ce remplacement de faune à la limite entre l'Oligocène et le Miocène. Et donc, ça a permis aussi de comprendre les mélanges qui avaient été effectués dans les récoltes du 19e siècle et de comprendre finalement que, en fait, Forster Cooper avait récolté en exploitant différents gisements d'âges différents, parfois sur une même coupe, mais en considérant qu'il avait à peu près un ensemble homogène chronologiquement, alors qu'en fait, il y avait des dépôts d'âge différents. Donc on a compris, grâce à tout ce travail minutieux de stratigraphie sur le terrain, comment on pouvait étudier et réviser les récoltes qui avaient été faites par celui qui nous avait précédé au XIXe siècle.
On a également découvert des espèces inconnues, hein, Buctyrhinus precursor, hein, qui est un rhinocéros particulier qui fait partie d'un groupe qu'on appelle les élasmotères. Et ces élasmotères, en fait, ce sont des rhinocéros qui ont une structure biologique particulière à l'intérieur, entre les petits cônes qu'on a entre les dents, ils ont une structure qui s'appelle le sément. C'est une structure biologique extrêmement dure et qui ralentit l'usure mécanique de la couronne, ce qui fait que l'animal peut se nourrir de plantes siliceuses. Et vous savez que si vous mâchez du sable, on use très très vite les dents. Vous voyez, quand vous prenez des huîtres à Noël, pensez-y, s'il y a du sable dans l'huître, vous allez le sentir sous les dents, ça crisse. Donc imaginez que si vous avez des plantes siliceuses, mais ça use très très vite la couronne des dents. Et le problème, c'est quand on a plus de dents, on ne peut plus manger. Voilà. Et si on ne peut pas manger, on meurt. Et c'est exactement pareil pour les animaux. Et bien cette structure biologique permet à l'animal de se nourrir sur une typologie de végétaux particuliers qui sont des plantes relativement siliceuses, comme les graminées par exemple. Et ce qui est intéressant, c'est que ce Buctyrhinus precursor, finalement, eh bien, c'était une forme primitive d'un élasmotère qu'on avait trouvé à côté de Toulouse, dans le gisement qui appartient au Muséum de Toulouse, qui est le gisement de Montréal-du-Gers. Donc on avait en fait un lien, si vous voulez, aussi avec les travaux de recherche que l'on mène également dans les collines du Gers. Finalement, on a continué à exploiter toute une série de gisements, des Rabukti, d'Ashigoran, voilà, et on a également travaillé sur Samalenala, et en particulier sur ce niveau de Sartaf, dans lequel on a découvert un petit rhinocérotidé européen qui marquait finalement le déplacement des faunes de rhinocéros depuis l'Eurasie vers le continent africain. On avait un marqueur qui traduisait le passage, si vous voulez, des rhinocéros depuis l'Eurasie vers l'Afrique avec un témoin, un fossile qui servait de témoin, qui nous permettait d'aller et de confirmer tout ce qui avait déjà été émis comme travail, comme réflexion par de nombreuses générations de paléontologues. Grâce à tout ça, on a pu bâtir des correspondances biochronologiques à distance avec des endroits un petit peu particuliers, plus au nord du Pakistan, dans le Zindapir, bref. Et grâce à tout ce travail, on a pu définir également des affinités phoniques, voir ce qui s'est passé entre cette limite entre l'Oligocène et le Miocène. Et vous avez là les relations avec les faunes asiatiques. Vous voyez qu'on a des faunes qui s'asiatisent de plus en plus, les faunes de Méditerranée orientale, les faunes d'Europe occidentale, les faunes africaines et les faunes d'Amérique du Nord. Donc on a comme ça pu documenter finalement la manière dont les grands mouvements de migration des grands groupes animaux entre l'Afrique et l'Asie et l'Eurasie se sont déroulés grâce à toutes ces découvertes. Vous avez une photo ici où vous avez Kéar Boukti, Jean-Loup et puis moi derrière. Le seigneur de la tribu des Boukti a décidé que on devait nous rendre hommage. D'abord parce qu'on avait fait de belles découvertes, mais pour lui, ça, ce n'était pas le point le plus important. C'était le fait que nous nous étions comportés en hommes du désert. C'est-à-dire qu'au moment où nous n'avions pas de nourriture, nous n'avons pas renoncé et nous sommes restés sur le terrain en nous nourrissant de ce qu'on pouvait trouver et que donc nous étions dignes finalement de faire partie de la tribu des Boukti. Et donc, il y a eu toute une cérémonie avec tout le conseil de guerre. Il a réuni tous les clans, tous les chefs de famille. Et il y a eu toute une cérémonie qui a été faite qui a fait de nous des Boukti. Nous sommes devenus Boukti. Nous avons intégré la tribu des Boukti. On nous a remis la tenue traditionnelle Boukti. Donc ce fameux camis chaloir blanc que vous avez vu au début sur les vêtements de ce camis chaloir blanc, hein, qui était la tenue traditionnelle Boukti. On nous a remis le topi, vous voyez ce petit chapeau là qui est au-dessus, qui nécessite 6 mois de broderie pour une femme, 6 mois de broderie pour faire ce petit travail-là, dans lequel vous avez des petits miroirs intégrés. Enfin voilà, on nous a remis là. On nous a appris également, on nous a donné le turban, on nous a appris à nouer le turban à la manière des Boukti, parce que chaque tribu a une manière particulière de nouer son turban.
Et pour compléter la panoplie, puisque nous étions enfin devenus des vrais bouktis, on nous a également donné à chacun une Kalachnikov. Voilà. Et on nous a donné également une maison dans des Rabouktis. Donc en fait, Jean-Loup, Léonard et moi sommes devenus ce qu'ils appelaient les bouktis Franzouzi. Voilà. Et donc aujourd'hui, je fais partie de la tribu des bouktis et je suis des 3 participants de cette première expédition, le rescapé, puisque malheureusement mes 2 collègues sont aujourd'hui décédés. Donc vous imaginez bien que ce genre de scénario, vous ne le vivez pas 50 fois dans votre vie, je vous assure que c'est très très particulier. Mais qu'est-il advenu par la suite? Ce qui est advenu par la suite, donc nous, tout ça, ça nous amène à la fin de notre expédition. On va rentrer au campement, on va rentrer en France. Et pour rentrer en France, on va voir Nawa. Bon, on lui dit, bon, on a trouvé pas mal de fossiles. Il nous dit, non, mais pour cette première expédition, là, choisissez ce que vous voulez. Je vous le donne. Vous le prenez chez vous et vous témoignez de l'importance, parce qu'on lui a expliqué l'importance du coup des découvertes, tout ça. Et vous témoignerez chez vous de l'importance de cette région du monde. Lui, ce qu'il pensait, ce n'était pas du tout aux fossiles. Mais c'était par contre, pour lui, c'était une manière d'affirmer le rôle que devaient avoir les bouktis dans une géopolitique plus importante compte tenu de leurs ressources en matière première. Donc il nous a offert les fossiles, on lui dit bon ok il faut qu'on rentre, il faut qu'on passe par Quetta, comment on fait? Et alors quand on est parti, il y avait des affrontements déjà entre les tribus bouktis et le gouvernement central pakistanais. Donc il commençait à être un petit peu encerclé, il y avait pas mal d'escarmouches. Et on dit à Nawa, bon, c'est un peu tendu. Nous, non, mais vous inquiétez pas, on va vous mettre dans l'ambulance. En principe, on ne tire pas sur les ambulances. En principe. Et donc, nous voilà partis de Dera Boukti sur cette piste-là, avec les ambulances. De temps en temps, il y avait une espèce de tir de roquette qui montait. Mais bon, finalement, assez rapidement, on est sorti de la zone, je dirais, d'affrontement tendu. Et là, on a pris la piste à toute vitesse. On vous imaginez. Hein. On est tous les 3. Jean-Loup, Léonard et moi, habillés en tenue boukti. On a nos kalachnikovs, on a tout ce qu'il nous faut, on est super bien équipés. Derrière, dans le pick-up, 6 guerriers boukti. Au volant, à gauche, un chauffeur boukti. Dans le pick-up, les musiques type Bollywood, vous voyez, musique indienne avec des dames avec des voix sur-aiguës, et les bouktis qui marquent le rythme. Pas au pied, en tapant à la Kalachnikov comme ça. Voilà. Hein, tout le voyage comme ça, hein, avec la musique à fond, il n'y a pas de règle. Vous avez le chauffeur, moi j'étais à côté du chauffeur, je me rappelle, il me regardait comme ça, moi je disais tout le temps, regarde avant, il me faisait comme ça, et il ne regardait jamais la route. Jamais. Il était tout le temps en train de dire. Voilà, et parce qu'il me dit, elle est chouette la musique. Hein. Et de temps en temps, il changeait la cassette, parce que c'était l'époque du radio-cassette, et les CD, tout ça, ça n'existait pas. Et donc nous voilà partis jusqu'à Quetta, je rappelle, à un endroit, on arrive dans un tunnel. Et dans le tunnel, il faut savoir que pour rouler, ils font des économies. Ils économisent les ampoules, ils économisent les phares. Donc c'est plutôt dans le noir au maximum, le plus longtemps possible. Donc on avait une espèce de camion, un de ces gros camions que je vous avais vu là tout à l'heure, qui était devant nous. Alors il klaxonne, le camion, il trouve que le camion ne se sert pas, il déboîte. Et là, je vois arriver en face de nous, je vois arriver un autre camion. Je me dis là, je lui dis non, je suis comme ça. Et il met la sirène plein pot, il accélère comme un sauvage. On est passé comme ça entre les 2 camions. Et finalement, on est arrivé jusqu'à Quetta. Et arrivé à Quetta, il fallait se poser la question, ben, ok, on a gardé quelques fossiles que Nawa Boukti nous a offerts, mais bon, il faut quand même qu'on soit en règle avec la loi pakistanaise. Et la loi pakistanaise interdit de sortir les fossiles entiers. Donc on va au bureau de douane et on leur explique, voilà, on a trouvé des fossiles. Et ils nous disent, est-ce que vos fossiles sont entiers? Bon, tous les morceaux étaient entiers. Puisqu'on a des morceaux, on n'a pas des choses. On lui dit non, c'est pas complet, vous voyez, puis là c'est cassé. Il dit, ah ben si c'est cassé, vous pouvez le prendre. Et donc on a ramené, ici, dans les collections du muséum, des morceaux fossiles, on a juste eu à utiliser
de superglue à l'arrivée pour recoller les morceaux et avoir des fossiles entiers. Voilà. Donc on a quand même respecté la loi pakistanaise, mais on a également ramené ces fossiles. Bien sûr, la majeure partie des récoltes ont été laissées à Dera Boukti sous la protection du seigneur des Boukti, sur la protection de Mohamed Nawab Akbar Boukti. Et les affrontements se sont intensifiés. Ils se sont intensifiés de manière dramatique. Le village de Dera Boukti a été complètement bombardé. Les fossiles ont été détruits par les bombardements. Il ne reste plus de ces découvertes-là, il ne reste plus que les notes et les photos que vous voyez là, qu'on a prises. Enfin, ça, ce sont les miennes, mais Jean-Loup a les siennes, enfin avait les siennes, Pierre-Olivier a les siennes. Les fossiles ont disparu, et finalement, Nawab Boukti, le monsieur, vieux monsieur, cheveux blancs, que vous avez vu tout à l'heure, a été tué. Lors du bombardement du village, il est parti avec ses guerriers qui nous avaient accompagnés, qui étaient devenus des amis, même si on a eu des périodes de tension. Il est parti avec eux se réfugier dans des grottes, un petit peu au nord-est de Dera Boukti. Et de là, il pilotait, il est considéré par les Balouches comme le plus grand résistant balouche de l'histoire. La musique que vous avez entendue quand vous êtes rentré tout à l'heure, c'est une chanson à la gloire de Nawab Boukti, ce résistant, ce héros de la résistance balouche. Il s'était réfugié dans des grottes. Il est passé un soir pour essayer de donner des consignes à ses guerriers, un petit peu à droite à gauche. Il est sorti avec son téléphone portable. Les ondes de son téléphone portable ont été repérées par un AWACS américain. L'AWACS américain a repéré le point GPS. Il a donné les coordonnées à l'armée pakistanaise qui est venue bombarder les grottes. Nawab Boukti a été enseveli dans la grotte avec les guerriers que vous avez vus là. Et on a retrouvé de lui qu'un bout de son poignet avec la Rolex qu'il avait à son poignet. Donc toutes les personnes que vous avez vues là sont décédées. Et aujourd'hui, les fossiles que nous avons récoltés, il n'en reste que de la poussière. Un géologue, un collègue géologue de l'université à Quetta a essayé de les retrouver. L'armée lui a répondu, comprenez bien que vos cailloux, on n'en a rien à faire, ce n'est pas notre priorité. Merci beaucoup. Merci beaucoup Francis Duranton pour ce récit d'expédition qui donne à voir un peu l'implication, on a beaucoup rigolé, mais l'implication et le contexte géopolitique dans lequel peuvent se faire certaines recherches et découvertes scientifiques. Vous pouvez tout de suite acquérir les ouvrages qui sont présentés par ma collègue de la boutique. Donc il y a Quand la Gascogne était une jungle, qui est le dernier ouvrage que vous avez édité, enfin qui est sorti je crois au mois d'octobre très récemment. Un autre ouvrage aussi, ainsi que le magazine de l'exposition. Et puis on va tout de suite vous donner la parole pour quelques échanges. Voilà, Francis pourra vous faire une dédicace évidemment sur les ouvrages achetés. Mais on va aussi avoir un petit peu de temps pour vos questions, vos réactions et vous donner la parole surtout. Alors faites-nous un petit signe, on fait circuler les micros. Il y a un micro juste là, Axel. Alors je crois savoir, Francis, enfin je le sais même, ce n'est pas l'unique expédition que vous avez faite, ni la dernière, il me semble qu'il y en a d'autres à venir. Enfin, oui, des expéditions, il y en a encore à venir, mais plus au Pakistan. Vous comprenez bien que compte tenu de tout ce qui s'est passé, depuis 2006, on n'est pas revenu au Pakistan. Et les missions, si vous voulez, à l'issue de cette première mission, grâce au travail qu'on avait fait avec Jean-Loup et Léonard, on a pu monter ce qui s'est appelé les missions françaises au Pakistan, les missions françaises au Balouchistan. Donc on a eu quelques financements pour pouvoir développer cette expédition, parce que pour partir sur cette première expédition, imaginez, moi je pars à l'époque, je pars sur mes propres moyens. Imaginez, je suis marié, je dis à ma femme, ma chérie, les vacances, je ne vais pas les passer avec toi, je prends le budget qu'on avait prévu pour les vacances, mais je pars au Pakistan avec mes copains pour chercher des cailloux. Ce n'est pas forcément simple à gérer. Mais finalement, après, on a eu quelques moyens qui nous ont permis de développer les expéditions. Mais aujourd'hui, on ne retourne plus au Pakistan, on n'y est plus retourné depuis 2006. Par contre, bien sûr, les travaux de recherche sur le terrain se poursuivent un petit peu partout ailleurs. Et pour ma part, je m'envole le 19 pour une expédition scientifique de recherche d'hominidés fossiles au Botswana. Donc je pars au Botswana dans quelques semaines
toujours avec ma spécialité mammifères fossiles. L'objectif, c'est de trouver des hominidés fossiles, c'est-à-dire, pour faire simple, le cousin de Lucie, si vous voulez, ou un de nos ancêtres australopithèques, pour faire très très simple. Mais la chance qu'on a quand on est paléontologue, c'est que pour trouver un bout d'os qui ressemble à un homme, il faut à peu près qu'on ait 1000 os d'autres espèces. Donc c'est-à-dire que sur 1000 os, on en a peut-être un qui sera un os d'australopithèque, si on en trouve 1000. Donc déjà, il faut qu'on en trouve 1000. Et si on a de la chance, il y en aura un qui sera peut-être un os d'australopithèque. Et c'est un peu la pêche à la ligne qu'on est en train de développer en ce moment, dans le désert du Kalahari, au contact des populations San. Vous savez, les gens qui parlent les langues à clic, comme ça. Et on travaille avec eux et bien évidemment avec nos collègues du Musée national de Gaborone. Et on a déjà trouvé des fossiles, on a localisé des secteurs d'intérêt majeurs. Et c'est ce qu'on va exploiter cette année. Oui, bonsoir. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Et je me demandais, les gens que vous avez rencontrés au Balouchistan, quand vous avez commencé à sortir des fossiles, ça ne leur a pas évoqué d'autres fossiles qu'ils auraient pu voir ailleurs, ou est-ce qu'ils vous ont orienté vers d'autres sites? J'étais sûr que vous alliez poser la question, c'est pour ça que je n'ai pas évoqué. En fait, le premier soir, quand nous avons été reçus par Nawab Boukti, on lui dit on cherche des fossiles. Il nous dit mais c'est quoi des fossiles? Ça ressemble à quoi? On lui dit ça ressemble à des os, ça ressemble à des dents. Et il nous dit mais je crois, un de mes guerriers un jour m'a montré un truc, ça ressemble à ce que vous dites. Et on lui dit ça serait sympa qu'on le voit, quoi. À l'occasion, ça serait bien qu'on puisse voir ce fossile. Et là, il avait murmuré un truc à un gugus qui était par là. Et on continue la conversation, et tout d'un coup, on s'est couché très tard ce soir-là. Sur le coup de 4 h du matin, on a vu arriver Kéar. Vous voyez ce monsieur avec les grandes moustaches là, que je vous ai montré tout à l'heure? Kéar inquiet, convoqué par le seigneur des Boukti à 4 h du matin. Je vous laisse imaginer le petit coup de flip qu'il a dû avoir, surtout quand on lui a dit « tu amènes le caillou que tu as trouvé ». Il ne comprenait pas vraiment ce qui se passait. Et Nawab Boukti nous a donné ce fossile, et là on se le fait circuler. Alors on regarde une fossile avec une dent assez prismatique, assez quadratique, prismatique, comme ça. On dit ah, c'est bien ça, c'est de l'équidé. C'est une dent d'équidé. On dit c'est bien, on est content. On est les premiers à avoir un reste de mammifères fossiles depuis les fouilles de Foster Cooper dans les collines Boukti. Puis on regarde un peu plus près. On dit oui, il y a un petit rond là isolé au milieu. On dit oui, mais c'est pas n'importe quel équidé, c'est un hyparion. Donc on est bien dans des niveaux du Miocène, même dans du Miocène supérieur. Donc on était super contents. En fait, oui. Les gens localement connaissaient des fossiles, en avaient trouvé, parfois en avaient récolté. Et ils nous ont indiqué. Mais moi, ce que je garde le plus en mémoire, c'était le côté un peu bête qu'on avait. On fait confiance en notre mémoire. Et en prospectant dans les ravines avec Léonard, vous avez vu, on a trouvé la première vertèbre et le bassin de Dinotherium. Ce jour-là, Jean-Loup était resté au camp, atteint par une tourista exceptionnelle. Il faut dire que, l'eau parfumée à l'urine de dromadaire, c'est pas toujours génial. Et donc on était parti et on avait trouvé ces premiers restes fossiles dans une des ravines. Mais Jean-Loup était vraiment pas bien, quoi. Il était vraiment pas bien, il était resté au camp et on revient au camp, on lui dit Jean-Loup, regarde, c'est génial, on a trouvé des fossiles, c'est gros de ça. Ça lui redonne un petit regain d'énergie. Il lui dit allez, on y retourne alors. Et là, on y va et on se fie à notre mémoire. Et puis, on se plante de ravine en retournant dans le truc. Et à un moment, on se dit, mais attends, c'est pas possible, on n'a pas marché aussi longtemps tout à l'heure. On est paumé. Donc, comme on avait repéré le point GPS, on commence à sortir notre attirail, à faire les calculs. Il faut aller à gauche, il faut aller à droite, machin, tout ça. Et le Boukti qui était avec nous, il nous dit, mais vous faites quoi là? Et c'est là qu'on lui explique qu'on avait le GPS. Il nous dit, mais vous voulez aller où? On lui dit, mais on veut retourner là où on... Il me dit, mais c'est là-bas. C'est là-bas, allez-y, c'est juste à côté, là, c'est vraiment pas loin. Donc on voit bien que... Et puis ensuite, ils se sont mis à ramasser des fossiles pour nous.
Donc les guerriers qui nous accompagnaient se sont mis à récolter des fossiles, ils nous les amenaient, on lui disait mais ça vient d'où? Ils nous disaient par là-bas, oui, on disait mais où exactement? Parce qu'on avait la problématique des couches, il fallait qu'on sache exactement de quel niveau il vient. Donc on lui disait écoute, quand tu vois un truc, tu nous appelles, s'il faut... Mais surtout, tu ne le ramasses pas, tu le laisses là où tu l'as trouvé pour que nous, on puisse faire les relevés qui sont importants pour comprendre la stratigraphie du secteur. Donc effectivement, il y a eu, avec les locaux, une forme de collaboration. Et certains, notamment Kéar, donc nous indiquaient le fameux gisement dont je vous ai parlé qui s'appelait Sartaf, voilà, dans lequel effectivement on avait un gisement du Miocène supérieur à Hyparion, qui nous a permis de compléter finalement une séquence stratigraphique qui commence à l'Oligocène inférieur. On a même trouvé un peu plus tard des niveaux plus anciens de l'Éocène et qui nous a permis de monter jusqu'au Miocène supérieur. C'est-à-dire une durée de temps de 35 millions d'années à peu près. Du coup, je profite là. Vous disiez, vous insistez sur l'aspect musulman du pays, donc les pratiques, le respect du Coran. Et est-ce qu'ils arrivaient à réconcilier la compréhension de... Enfin, parce que je ne sais pas s'il y a du créationnisme dans l'islam ou pas. Je sais qu'un côté chrétienté, il y en a. Est-ce qu'ils arrivaient à réconcilier ce que vous faisiez avec leur compréhension ou leur pratique de l'islam? Alors, ça m'est difficile de vous répondre à cette question parce que vous comprenez que je parle le baloutche couramment sous la torture. Voilà. Même si, dans mon petit cahier de terrain, je m'étais fait une sorte de petit dictionnaire, vous savez, à l'oreille, où je notais phonétiquement ce que j'entendais et la traduction en français, hein, pour me dire, voilà, comment on dit une danse, c'est dantane, comment on dit, voilà, bref. Mais donc, on avait du mal à échanger sur des concepts un peu plus complexes. Par contre, Nawab Boukti, lui, était un homme éduqué, comprenait les enjeux. On n'a jamais abordé cette question de la religion. On ne l'a jamais véritablement abordé. Par contre, il est sûr que les pratiques religieuses étaient importantes. Mais par contre, ce qui était important, c'est qu'il faut savoir que une grande partie des Baloutches qui sont là se sont battus contre les talibans. D'abord, ils se sont battus contre les Russes et beaucoup se sont battus contre les talibans. Donc, ils n'ont pas forcément une vision fondamentaliste de la religion musulmane. C'est tout ce que je peux vous dire. Bien, face à une salle calme, médusée, silencieuse et très attentive. Eh bien je vais vous raconter juste pour finir. Alors juste pour finir, je vais vous raconter le retour à l'hôtel. Nous étions partis de l'hôtel à 4 h du matin et l'hôtelier qui nous accueillait nous avait serrés dans ses bras, persuadés qu'il ne nous reverrait plus. On avait eu des adieux déchirants. Voilà, et il nous avait dit, non mais franchement, il a essayé jusqu'au dernier moment de nous dissuader d'aller là-bas. Vraiment. Et quand nous sommes revenus avec ce pick-up, habillés en boukti, avec nos kalachnikovs, les guerriers boukti avec nous, derrière nous, qui portaient les caisses de matériel qu'on avait récoltées. Je me rappelle, l'hôtelier, on rentre dans la salle, il tenait 2 assiettes comme ça, et là, il lève la tête, il nous voit arriver, il a tout laissé tomber, et il nous a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait là-bas pour que les bouktis portent vos bagages? Et on lui a dit, mais maintenant, on est bouktis. Voilà. Et là, il n'a pas compris ce qui nous est arrivé. Par contre, je peux vous dire qu'il nous a offert un repas pentagoïlique. Bien, merci. On peut remercier le boukti Francis Duranton. Merci beaucoup.